dans le port de Beyrouth, au Liban. Ces explosions ont provoqué des dégâts humains et matériels considérables à travers la ville. Au 26 août, selon un bilan provisoire, l'explosion a refait au moins 220 morts et plus de 6500 blessés, dont 120 dans un état critique. Au moins 50 personnes sont toujours portées disparues. Il y a plus de 300 000 déplacés et les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Je voudrais maintenant vous présenter M. Thierry Licia, directeur adjoint de l'Agence française de développement au Liban, qui va prendre la parole en premier. Après 9 ans en cabinet d'audit, Thierry Licia rejoint l'Agence française de développement en 1997, où il exerce différentes fonctions, avant de rejoindre à sa création la cellule crise et conflits de l'AFD. Il y introduit la thématique psychosociale dans les projets de l'AFD à travers des missions conduites principalement au Rwanda, dans le Kivu, l'Est du Tchad et le Cambodge. Parallèlement, il collabore avec le service de psychopathologie de l'hôpital Avicenne de Saint-Denis, dans le cadre des consultations réservées aux demandeurs d'asile et du déploiement de cellules d'urgence médico-psychologiques, puis avec l'unité pour patients anxio-dépressifs de l'hôpital Erasme à Antony. Thierry Licia est aussi titulaire d'un master professionnel en psychologie clinique de l'Université de Paris-Saint-Denis. Thierry, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, alors, je vais partager mon écran. Je ne suis pas forcément un spécialiste. Partager. Voilà. C'est bon pour tout le monde, le partage d'écran? Très bien. Le son, c'est bon aussi pour le son? Est-ce que vous entendez bien, Thierry? Vous pouvez faire juste un pouce. Oui. OK. C'est bon? Merci. Je peux y aller? Très bien. Bien, écoutez, avant toute chose, je souhaite remercier l'ESA pour cette plateforme qu'elle nous offre pour parler de santé mentale en général et de la situation à Beyrouth actuellement plus spécifiquement. Et je souhaite aussi remercier Perrine et Rana qui ont été à la manœuvre depuis plusieurs jours et qui ont permis cette rencontre possible. Merci, merci à toutes deux. Donc, dans ce webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec mon ami Rabi, nous allons vous proposer deux séquences et quatre exposés. Dans un premier temps, je vous parlerai du psychotraumatisme et de ce que ce terme recouvre, puis nous verrons les différentes actions mises en œuvre pour soutenir les personnes. Dans un premier temps, Rabi évoquera la pyramide de soins de l'OMS, puis je ferai une rapide présentation des grandes familles de psychothérapie et de l'approche psychosociale. Et enfin, Rabi présentera les actions conduites au Liban, spécifiquement au plan institutionnel et opérationnel. Alors, par psychotraumatisme, eh bien, on est amené à parler d'événements traumatiques, de symptômes, d'état de stress, et je voudrais terminer ensuite par un focus sur le sentiment de perte. Alors, pour parler de l'événement traumatique, on doit se référer au DSM, qui est la référence en matière de manuel des troubles mentaux. Pour ceux qui ne le connaisseraient pas, le DSM est le Diagnostic Statistical Manual, élaboré par l'Association des psychiatres américains. Et en fait, il est devenu la référence internationale puisqu'il est athéorique, c'est-à-dire qu'il est dénué de toute approche d'interprétation des états psychiques et qu'il se base uniquement sur la symptomatologie des patients. En matière d'événements traumatiques, donc le DSM définit la chose comme suit. L'événement traumatique est une exposition à la mort, à des blessures graves ou à la violence sexuelle, effective ou potentielle, d'une ou plusieurs des façons suivantes. Soit la personne vit directement l'événement traumatique, soit elle est témoin en personne de l'événement vécu par d'autres, soit elle apprend que l'événement a été vécu par un membre de la famille, proche ou un ami proche, ou soit, enfin, elle vit une exposition répétée ou extrême
aux détails pénibles de l'événement traumatique sont concernés par ce dernier aspect, principalement les personnes qui arrivent, les premiers intervenants sur une scène d'événement traumatique, ou des policiers ou des pompiers qui sont fréquemment exposés à ces situations. Ce qu'on remarque dans cette définition, c'est qu'elle fait uniquement référence à l'exposition directe ou indirecte à l'événement. Et je voudrais faire une courte référence à la version précédente du DSM, le DSM-4, qui avait pour la définition de l'événement traumatique 2 critères. L'exposition telle que nous venons de la voir, mais également la réaction du sujet. Et le DSM-4 nous disait que pour être traumatique, eh bien, un événement devait entraîner une réaction du sujet traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. Ce qui était intéressant dans cette définition, c'est qu'elle introduisait le caractère subjectif, en fait, du ressenti de l'événement, car 2 personnes différentes pourront avoir des réactions très différentes. L'une pourra avoir ce qu'on appelle un stress adapté, avoir peur, avoir le souci de se protéger, alors qu'une autre pourra être dans un état de stress dépassé, en état de sidération ou de fuite panique. Alors, excusez-moi, on me dit que mon écran est trop bas. Voilà, c'est bon? Un petit peu plus vers toi. C'est bon? Merci. Donc voilà, cet aspect subjectif de l'impact de l'événement n'est plus mentionné dans le DSM-5. On devrait donc parler d'événements potentiellement traumatiques. Et cependant, il me semblait utile d'y faire référence, car si le traumatisme psychique résulte toujours d'une perception, plus que l'événement en soi qui déclenchera systématiquement une réaction biophysiologique de stress, ce qui est important, c'est la façon dont y réagit la personne. Alors, une fois cette définition théorique vue, que peut-on dire de l'événement traumatique? Parmi les différentes définitions, celle de Nathalie Zajde, qui est particulièrement intéressante puisqu'elle nous dit qu'un événement traumatique est un événement de vie laissant trace qui vient submerger les capacités d'y faire face en produisant un sentiment d'effroi ou de détresse intense. Cette définition est intéressante car elle évoque plusieurs aspects de l'événement traumatique. D'abord, l'effraction dans la vie psychique. Il y aura un avant et un après. L'événement va laisser une trace. Le caractère soudain et inattendu de l'événement qui n'a pas permis une élaboration psychique. Et finalement, c'est ce phénomène de non-réponse, de blocage du psychisme face à une situation de détresse qui va donner sa dimension traumatique à l'événement. Enfin, l'événement est à l'origine d'un processus de destruction de la configuration psychique préexistante, car l'être humain n'est pas prêt à affronter de telles situations. Et d'où la formule de François Le Bigot qui dit que le traumatisme est la confrontation avec le réel de la mort. À partir de là, donc, le psychotrauma sera l'effet sur un individu de ce qu'on vient d'évoquer. Alors, quels symptômes sont développés lorsqu'on a été en situation d'événement traumatique? Alors, en liminaire, je dirais que les symptômes présentés dans le DSM-5 sont décrits pour des adultes, des jeunes et des enfants de plus de 6 ans. Pour les enfants de moins de 6 ans, il y a une symptomatologie spécifique que nous n'aborderons pas ici, mais qui existe, sachez-le. Donc, selon les critères diagnostiques du DSM-5, les symptômes sont de 4 types. Reviviscence, évitement, altération négative des cognitions et de l'humeur, altération marquée dans l'activation et la réactivité associées à l'événement traumatique. Alors, qu'entend-on par là? Eh bien, ces symptômes regroupent toute une série de symptômes individuels. On ne va pas les citer tous ici car nous n'aurions pas le temps, et donc j'évoquerai simplement peut-être les plus parlants ou ceux qu'on rencontre le plus fréquemment. Par symptômes de reviviscence, on entend les souvenirs pénibles, récurrents, envahissants de l'événement traumatique. L'événement est très présent dans les pensées de la personne. Les rêves répétitifs, pénibles, dans lesquels le contenu ou l'affect sont liés à l'événement traumatique.
des flashbacks dans lesquels l'individu se sent ou agit comme si l'événement traumatique se reproduisait. Pour ceux qui ont vu le film Apocalypse Now de Coppola, au début du film, le héros est allongé dans sa chambre d'hôtel et il regarde le plafond et en fait, il se revoit dans les marais au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, et on voit son corps se mettre à trembler et à être très, très humide. Il n'est pas seulement en train de penser à la scène, il est en pleine reviviscence, comme s'il y était. Voilà pour les symptômes de reviviscence. Pour l'évitement, eh bien, ce sera tout ce qui consiste à éviter les souvenirs, les pensées ou les sentiments, soit liés directement à l'événement, soit qui vont éveiller des souvenirs liés à l'événement. On va éviter les lieux de l'événement. On ne pourra pas revenir sur les lieux. Les personnes qui étaient présentes ce jour-là, les conversations autour de l'événement, les objets, les situations. Et cet évitement peut conduire à une forme de rétrécissement, si je peux me permettre le terme, de la pensée. Des altérations négatives des cognitions et de l'humeur. Par ce terme, on entend l'incapacité de se rappeler des aspects importants de l'événement. On parle alors d'amnésie dissociative. Des croyances négatives persistantes sur soi-même, sur le monde, sur les autres. On entendra souvent les personnes, après un événement traumatique, dire « je suis mauvais » ou alors « on ne peut faire confiance à personne » ou « le monde est devenu dangereux ». En fait, leurs visions d'eux-mêmes et du monde sont devenues très sombres. Évidemment, les états émotionnels négatifs persistants, la peur, la culpabilité, la honte. Ce symptôme de culpabilité est très souvent revenu dans les entretiens que j'ai pu avoir après l'explosion. Également, un sentiment de détachement, d'éloignement des autres. On perd le goût pour les soirées entre amis, on se replie sur soi. De ce point de vue, il peut être utile, je m'adresse aux instituteurs et aux professeurs, d'écouter les enfants qui peuvent décrire peut-être des situations qui se passent chez eux et qui permettent de détecter des personnes en détresse psychologique. Et l'incapacité de ressentir du bonheur, de la satisfaction ou des sentiments affectueux. Enfin, pour compléter ce tableau, dans les altérations marquées dans l'activation et la réactivité associée à l'événement traumatique, eh bien, c'est tout ce qui relève des troubles neurovégétatifs ou anxieux et de l'hyperréactivité. Les personnes vont avoir un comportement irritable, des crises de colère, même sans provocation, qui vont se manifester sous forme d'agression verbale ou physique envers des personnes ou des objets. Malheureusement, on constate dans les situations post-traumatiques un développement très fort des violences familiales dont les enfants sont souvent les victimes. L'hypervigilance. Des personnes qui vont entendre un pneu éclater dans la rue peuvent se coucher par terre en croyant que l'explosion recommence. Des réactions de sursaut exagérées. Une personne qui va taper sur une table pour faire taire ses enfants peut entraîner chez son conjoint une réaction de stress immédiate parce qu'il est en hypervigilance et il va réagir au moindre bruit. Des problèmes de concentration. Il devient difficile d'écrire des mails, d'écrire des notes pour les personnes qui doivent le faire. Et quand elles le font, eh bien, elles s'aperçoivent qu'elles ont fait 3 fautes par mot. Et pour terminer, évidemment, les troubles du sommeil. Voilà, ce sont les principaux symptômes qui sont en principe vus chez les personnes qui ont subi l'impact d'un événement traumatique. Le DSM définit 2 symptômes dissociatifs associés, je les mentionne uniquement pour mémoire. Il peut y avoir des symptômes de dépersonnalisation, c'est un sentiment de perte de soi-même. Les personnes vont se détacher d'elles et s'observer quelque part, si on peut le décrire ainsi. Et puis de la déréalisation qui est à peu près la même altération de la perception, mais vis-à-vis du monde extérieur qui apparaît dès lors étrange et irréel. Alors, l'ensemble de ces symptômes, en fait, est vécu autour du temps à travers 2 stades. Un premier stade qui est l'état dit de stress aigu et qui est donc la réaction qui va durer jusqu'à 30 jours après l'événement traumatique. Habituellement, on constate une décroissance des symptômes avec le temps.
la majorité des personnes, passé les 30 jours, ne présentent plus les symptômes que je viens d'évoquer. Et puis, il arrive qu'au-delà des 30 jours, eh bien, les symptômes persistent. Pour ces personnes concernées, on passe alors dans ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, le fameux PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, qui a fait l'objet d'une grande littérature. Et donc, ce sont les perturbations qui arrivent au moins 1 mois après ou qui durent 4 semaines après l'événement traumatique. Et là, il y a un risque que le trauma s'enquiste et que la personne n'arrive pas à le dépasser. Alors, cette ligne de 30 jours n'est pas irrémédiable, hein. On peut évidemment s'en sortir au bout de 6 ou 8 semaines. Mais il faut voir finalement cette ligne de temps comme un marqueur à partir duquel il va convenir d'avoir une vigilance particulière sur la personne. Quelques mots sur les limites du PTSD tel que décrit dans le DSM, parce que si le PTSD effectivement est constitué de tous les symptômes que j'ai présentés, eh bien, il ne prend pas en compte notamment les autres troubles mentaux qui vont être associés très fréquemment. La dépression, le suicide, les addictions. Sur ce seul sujet des addictions et de l'abus de substances, les études montrent que pour les personnes qui ont été confrontées à un événement traumatique, les dépendances à l'alcool sont 2 fois plus élevées que pour la population générale. Et pour la dépendance à la drogue, elle est 3 fois plus élevée que pour la population générale. Et par ailleurs, c'est uniquement pour mémoire parce que ça dépasse très légèrement le cadre de cet exposé, mais on ne peut pas ne pas le mentionner. Le DSM est quand même élaboré aux États-Unis et donc à partir de manifestations post-traumatiques, d'événements dont l'occurrence est fréquente aux États-Unis. Mais de fait, il n'est pas adapté à certaines cultures non occidentales qui expriment le traumatisme d'autres manières. Les réfugiés cambodgiens à Paris se levaient la nuit et dansaient et étaient en véritable transe. Et ce n'était pas de la schizophrénie, c'était leur manière d'exprimer le trauma. Et ça n'est pas prévu dans le DSM, en tout cas au stade du PTSD. Et enfin, le PTSD n'est pas adapté au phénomène de violence collective. D'où, d'une manière générale, convient-il de parler plus que d'état de stress post-traumatique uniquement, de troubles post-traumatiques, qui est l'état de stress post-traumatique et les troubles associés qu'on ne saurait mettre de côté. Pour terminer cette première partie, je voudrais faire un petit focus sur la notion de perte, parce que ce mot me semble être, c'est très personnel hein, comme présentation, je le reconnais, le maître mot de l'événement traumatique. Perte du sentiment de sécurité, perte de l'espoir, de l'initiative, perte de la dignité, perte du contrôle sur sa propre vie et sur sa vie, son avenir. On entend souvent les personnes dire « ma vie est foutue ». Alors, au-delà des actions conduites pour traiter les symptômes évoqués, il convient, à mon sens, de porter une attention particulière à cette dimension de perte sous ces différentes réalités. Et pour terminer cette première partie, si vous rencontrez des personnes qui sont dans cet état de pensée et qui disent que leur vie est foutue et qu'elles se sentent anormales, qu'elles deviennent folles, eh bien, il faut leur dire que non. Ce sont des réactions tout à fait normales. Ce sont des réactions normales à une situation qui, elle, est anormale. Je vous remercie. Oui, donc là, je fais... Oui. C'est là, arrêté. Merci beaucoup Thierry Licia pour cette présentation, certes théorique et très claire. Nous allons passer maintenant à Dr Rabia El-Chameh, que je vais présenter en quelques mots. Psychiatre de profession, Dr Rabia El-Chameh est actuellement directeur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé publique libanais. Après avoir fondé le programme, Dr El-Chameh en dirige son développement. Il supervise la mise en œuvre de la première stratégie nationale sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives. Donc, cette stratégie 2015-2020, qui est actuellement en cours d'exécution et qui vise à réformer le système de santé mentale au Liban vers des services de santé mentale communautaires basés sur les droits de l'homme
et sur les dernières preuves en la matière. Il travaille dans le domaine de la santé mentale publique, porte un intérêt particulier pour la santé mentale des réfugiés et le renforcement des systèmes de santé depuis plus de 12 ans, non seulement au Liban, mais également dans la région MONA et au niveau international avec diverses agences telles que l'OMS, le HCR, l'UNICEF, l'IMC et de nombreuses autres ONG. Il est également membre du département de psychiatrie de la faculté de médecine à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Docteur Rabia, je te laisse la parole. Et n'hésitez pas, je vous redis, de mettre vos questions dans le chat, nous les prendrons à la fin. Merci beaucoup, Perrine. Tout d'abord, je rejoins Thierry pour vous remercier, vous deux, toi et Rana, pour tout cet effort et pour avoir eu cette idée. Et malgré toute la tristesse qui nous englobe, de nous avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet très important et d'avoir un petit plaisir de partager ce webinaire avec mon ami Thierry, avec qui on partage beaucoup de passion, entre autres tout le travail et le soutien pour la santé mentale et le support psychosocial, notamment dans les contextes humanitaires. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances pour toutes les familles. Je ne dirais pas tous les Libanais, parce qu'il y a plein de Libanais qui ont été touchés, mais aussi plein d'autres nationalités qui ont été touchées. Je pense que ce qui s'est passé est une grande catastrophe pour l'humanité et je pense que les répercussions vont durer. Comme tu as dit au début, il y a encore des familles qui attendent. Donc la douleur, elle est toujours très vive. Et donc dans ce contexte, nous avons trouvé pertinent de parler de l'importance de la santé mentale, mais tout d'abord, on a choisi des angles un peu différents pour aussi approcher un sujet complexe d'une façon un peu plus nuancée. Thierry a présenté déjà l'angle individuel, clinique, surtout au premier plan, pour qu'on se familiarise avec ces symptômes qui, comme il a dit, sont tout à fait normaux et attendus après un événement traumatique et que pas toutes les personnes vont nécessairement développer un trauma ou un PTSD parce que effectivement, ce qui s'est passé avant 2005 dans les crises humanitaires, c'est qu'à cause de cette clinique et de ce discours de trauma, donc on pensait que toute personne qui traversait un événement traumatique allait développer un trouble psychiatrique. On n'avait pas de normes, de standards, il n'y avait pas une collaboration entre les différents acteurs. Les acteurs ou bien étaient très focalisés sur une approche basée sur le traumatisme ou étaient complètement contre en se basant plutôt seulement sur une approche de déterminants sociaux et de droits de la personne. Il y avait beaucoup de problèmes qui ont été ignorés. On n'approchait pas vraiment les problèmes sociaux d'une façon systématique et on n'approchait pas les communautés pour une participation active. Là, par exemple, ça c'est une affiche qui a été mise quelques jours après le tsunami qui dit voilà, on vous donne un séminaire d'une journée et vous allez pouvoir faire du trauma relief pour tout le monde qui a été touché par le tsunami et appeler ce numéro. Donc il y avait pas mal de bonnes intentions quand il s'agissait d'intervention au niveau santé mentale dans les crises humanitaires, mais très peu d'expertise et parfois beaucoup de nuisances et de mal qui a été fait au nom d'une intervention au niveau santé mentale. En 2007, le comité interagences a publié des guidelines pour la première fois et ces guidelines avaient pour but d'harmoniser tout le travail de santé mentale et de support psychosocial pendant et après une crise humanitaire en disant qu'est-ce qui était utile, comment il faut approcher le sujet et qui a essayé quand même de faciliter la complexité en
traçant des axes très importants, notamment celui de la coordination et des pratiques qui ont été prouvées être harmful, je vais faire le en français, qui ont été prouvées nuisibles pour les personnes. Donc ça, c'est les membres de cette task force, donc beaucoup d'ONG, beaucoup des agences des Nations Unies qui ont participé à ça. Et un des apports, je pense, les plus importants, et je pense Thierry est d'accord avec moi, c'est un peu cette pyramide qui conceptualise de façon simple comment on approche le sujet de santé mentale. Vous voyez en bas que ce qui est nécessaire, c'est d'assurer les services de base et d'assurer la sécurité des gens, mais surtout de respecter leur dignité en leur procurant ça. Un exemple tout simple, si j'ai eu un tsunami, il y a toute une population hindoue qui a été déplacée. Je viens, je vais les aider, j'emmène avec moi des boîtes de conserve, de viande, de bœuf. Ben, je viens avec tout un bon cœur, mais mon action là, certainement, ne va pas être bien reçue et je risque d'augmenter le stress des gens. Donc, comment pouvoir aider les gens de façon à respecter leur choix, leur culture, leur dignité est super important. À un niveau un peu plus élevé, le but, c'est de mobiliser les ressources de cette communauté. Et ça, on a bien vu au Liban cet élan qui s'est manifesté très rapidement, où la communauté s'est entraidée très rapidement pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire avancer les choses. Les adolescents, les jeunes, les médecins, les infirmiers, tout le monde a été mobilisé de façon très spontanée. Donc, dans une urgence humanitaire, on peut aussi soutenir ces efforts communautaires et essayer de leur donner de ressources pour qu'ils puissent se reconstruire eux-mêmes. À un niveau un peu plus élevé, il y a des personnes qui auront besoin d'interventions un peu plus spécifiques, c'est-à-dire à un niveau individuel. Et là, par exemple, un des outils qui a été développé, c'est le PFA, le Psychological First Aid, ou les premiers secours psychologiques, qui, là, nous permettent déjà de parler avec les gens qui sont en détresse pour normaliser leur réaction, pour leur dire, voilà, vous êtes en détresse, ce que vous venez de vivre est horrible, n'est pas dans le cours d'une vie normale. C'est tout à fait attendu que vous ayez ces réactions intenses. Comment je peux vous aider pour accéder à vos besoins? Comment je peux vous soutenir dans ce que vous avez besoin? Et si vous avez besoin d'un support un peu plus élevé, je peux vous référer à d'autres services un peu plus spécialisés. Et puis, à la pyramide en haut, on a les services spécialisés, que ce soit en santé mentale, etc. Et c'est là où ce petit groupe de gens qui probablement n'a pas pu mobiliser des ressources autour de lui, et ces personnes qui ont dû développer ou bien une détresse très sévère, ou bien même des troubles psychiatriques, que ce soit dépression, anxiété, PTSD, psychose, addiction, auront besoin de services de psychiatrie. Bon, on estime le nombre de personnes qui auront besoin de services spécialisés, que ce soit donné par des médecins généralistes ou par des spécialistes, des infirmiers ou des psychologues, qui varient entre 15 à 20% d'une population après une crise humanitaire, mais ça dépend aussi des facteurs de stress qui existaient avant cette crise et des ressources qui sont présentes après cette crise. Bon, là, j'arrête un peu ce survol un peu plus au niveau organisation et politique de réponse humanitaire. Je repasse la relève à Thierry, puis je la reprends après pour parler un peu plus en détail de ce qu'on est en train de faire à Beyrouth.
Parfait. Très bien. Donc, on poursuit dans cette présentation de ce qui relève du soutien aux personnes. Et donc, dans un premier temps, je vous parlerai des grandes familles de psychothérapie et ensuite, je détaillerai un peu plus l'approche psychosociale qui est celle couramment mise en œuvre dans les situations post-trauma. Alors, voilà. Donc, les grandes familles de psychothérapie. Alors, une petite précaution, s'il y a des spécialistes d'une ou plusieurs de ces familles à l'intérieur, qu'ils me pardonnent les raccourcis qui vont être faits. Ils sont évidemment faits dans l'intérêt de l'exposer pour pouvoir exposer au plus grand nombre ce qui est accessible et disponible. Évidemment, tout est sujet à discussion. Première grande famille de psychothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Donc, c'est une approche dans laquelle on considère que les difficultés psychologiques sont liées à des pensées ou des comportements inadéquats qui sont en quelque sorte des réponses qui ont été mal apprises par le cerveau. Et donc, le but va être de les analyser pour apprendre de nouveaux comportements plus adaptés. Une TCC, c'est une thérapie brève concentrée sur les problèmes actuels de la personne pour l'aider à dépasser ses symptômes invalidants. C'est très appliqué sur les sujets de phobie, sur l'anxiété. Alors, dans le cas du traumatisme, eh bien, dans le cas des TCC, le trauma trouve sa source dans l'événement et on va travailler sur cet événement au moyen, par exemple, de techniques telles que l'EMDR, qui consiste à guérir les traumatismes et les événements douloureux par des mouvements oculaires de droite à gauche, car ces mouvements ont une importance essentielle dans la gestion neurologique de la mémoire, ce qui va permettre de dépasser le blocage psychologique qui a été évoqué dans la première partie de la présentation. Les thérapies interpersonnelles, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt développé aux États-Unis et au Canada, psychothérapie à court terme fondée sur l'idée que les problèmes interpersonnels contribuent aux problèmes psychologiques. Et donc le but est d'arriver à une meilleure adaptation au rôle et aux situations. Et donc pour tout ce qui est traumatisme, ça peut être adapté pour traiter des problèmes de dépression ou pour accompagner le deuil. Les approches systémiques. Donc, dans cette orientation, on considère que les symptômes ou les problèmes d'une personne résultent de la complexité des interrelations d'un individu avec son entourage, la famille, le cercle d'amis, le monde du travail. Et donc, après analyse de la situation, une solution va être définie pour concilier au mieux les attentes de chacun des membres du groupe. Les meilleurs exemples sont les thérapies familiales ou les thérapies de couple. Dans la situation traumatique, on peut utiliser cette approche pour établir des équilibres au sein d'une communauté. L'approche psychanalytique, donc elle qui considère que les difficultés du présent sont conçues comme ayant leurs origines dans des conflits irrésolus de l'enfance, et donc la personne va être amenée à prendre progressivement conscience de l'influence de ces conflits inconscients et à s'en dégager. En matière de psychotrauma, une approche intéressante de la psychanalyse est qu'elle va considérer que le traumatisme, en fait, n'est pas lié à l'événement qui vient d'être vécu, mais à ce qu'il peut venir de réveiller du passé. Exemple, une jeune femme qui aurait subi des attouchements et qui aurait développé des mécanismes de défense qui lui auront permis de vivre une vie entre guillemets normale, eh bien, peut, en fait, si un jour elle est braquée, avoir ses défenses qui tombent parce qu'elle va revivre la scène de l'enfance, et c'est à ce moment-là que va survenir la dépression. Donc, l'approche psychanalytique peut être intéressante dans ces cas-là. Hein. Et l'approche ethnopsychiatrique et tout ce qui relève du transculturel, dans cette approche, les désordres psychiques sont analysés en fonction des normes du groupe culturel auquel appartient le sujet. L'ethnopsychiatrie considère qu'il y a une prééminence de la culture sur le psychisme, et donc il n'y a pas d'universalité du psychisme et que seule la culture définit la personne. Et donc, dans cette approche, le traumatisme, c'est la rupture avec la culture.
Et donc, il va falloir réenvelopper la personne dans un bain de culture, soit en l'invitant à effectuer des offrandes, soit à être pris en charge par un chaman, en fonction de ce qui est défini dans sa culture. Et enfin, les psychothérapies humanistes ou existentielles qui sont centrées sur le présent et qui misent sur la capacité de la personne à comprendre ses difficultés et à trouver ses propres solutions pour apporter les changements adaptés. Cette approche humaniste est fondée sur une vision positive de l'être humain et qui vise à mobiliser ses forces psychologiques pour développer son potentiel. Et donc, en matière de traitement du trauma, eh bien, l'approche humaniste va consister à s'appuyer sur ce qui est préservé de la personne pour lui permettre d'élaborer ses propres stratégies de survie. Handicap International avait un programme très intéressant au Rwanda, et pour les jeunes femmes violées qui étaient rejetées par leur communauté et qui est seules avec leur enfant, eh bien, si elles savaient faire la cuisine, eh bien, ils les ont aidées à développer une activité génératrice de revenus pour faire de la cuisine. Et donc, voilà, on s'appuie sur ce qui est préservé de la personne. Et donc, en fait, cette présentation et des différents types de psychothérapie en fait, est essentiellement destinée à montrer que, quelle que soit la difficulté que rencontre la personne, eh bien, il y a une solution. Il y a quelque chose qui peut venir l'aider et qui peut lui venir en secours. Il y aura toujours une approche et évidemment une relation à la personne qui assure la prise en charge qui est aussi essentielle. Alors, à partir de là, un mot sur le psychosocial. Pourquoi cette approche? Parce que c'est celle qui est fréquemment utilisée par les acteurs du soutien psychologique en situation post-traumatique. On pourrait dire que le psychosocial est une sorte de croisement fécond entre l'approche humaniste et les thérapies cognitivo-comportementales. Et cette présentation, il faut aussi la voir comme un plaidoyer de ma part pour une prise en compte du psychosocial d'une manière générale dans les projets des bailleurs de fonds, par exemple, ou dans les programmes mis en place dans les différents clusters des Nations Unies après un événement traumatique. Car, à mon sens, toute action de ces clusters, qu'elle soit du domaine de l'éducation, du shelter, du WASH, toute action devrait intégrer une dimension psychosociale puisqu'elle va s'adresser à des personnes qui ont vécu un événement fortement traumatique. Et donc, cette approche du psychosocial, repose sur un fondement qui est que si se nourrir, s'abriter, se vêtir et avoir accès aux soins compte parmi les besoins vitaux de chaque individu, eh bien, bâtir un équilibre psychologique et émotionnel, construire des relations sociales harmonieuses sont tout aussi indispensables et nécessaires au développement de chacun. En effet, alors dans le psychosocial, il y a effectivement psychologique et social. Par psychologique, on entend les sentiments, les émotions, les pensées, les croyances, les comportements. Par le social, on entend tout ce qui relève des valeurs, de la norme, de la famille, de la relation et de la communauté. Eh bien, puisque la situation va avoir des effets psychologiques et donc affecter les émotions, les pensées, le comportement et la capacité d'apprendre et de réagir des individus et des effets sociaux, à savoir qu'elle va affecter les relations entre les personnes, eh bien, le psychosocial va établir un lien étroit entre les relations sociales et les facteurs individuels. Parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui mettraient longtemps à se remettre d'un traumatisme ou qui ne s'en remettraient pas seraient en fait celles qui sont abandonnées par le groupe sans aucune possibilité de se resocialiser. Et si le soutien social ne peut éliminer les conséquences de la confrontation aux événements, il peut largement aider à en prévenir ou en diminuer les symptômes, permettant ainsi à la personne qui a vécu un traumatisme de reprendre confiance à la fois en autrui et en ses capacités et en ses qualités humaines.
Et les personnes qui s'en sortiront le mieux sont souvent celles qui ont été le mieux soutenues. Et donc, à partir de là, construire une action psychosociale nécessite tout un dispositif que les ONG spécialistes en la matière connaissent bien. Je ne vais pas le détailler ici parce que ça nous entraînerait trop loin et on préfère laisser la place pour les questions. Je voudrais juste focaliser sur 2 ou 3 éléments. La création d'un lieu de référence. On disait tout à l'heure la perte du sentiment de sécurité, la perte des repères. Eh bien, créer un lieu de référence où la personne va se sentir en sécurité, va pouvoir recréer un réseau, partager son expérience, rétablir des liens sociaux, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans un programme psychosocial, une sorte de maison de quartier où les personnes aimeraient aller et qui serait un endroit nouveau où elles se sentiraient bien. Tout ce qui tourne autour des groupes de parole, groupes d'entraide, groupes d'activités partagées. La pratique des groupes est extrêmement puissante au Rwanda. Toutes des femmes qui avaient été violées et qui vivaient recluses, à partir du moment où elles ont été mises dans des groupes psychologiques, eh bien, ont retrouvé le sens de la relation à l'autre, de l'estime de soi, puisqu'elles s'apercevaient qu'elles n'étaient pas les seules à avoir vécu ce qu'elles avaient vécu. Et puis, eh bien, elle retrouvait aussi de la dignité parce qu'elle comprenait que finalement, elles n'avaient été que des victimes et que ce n'était pas à elles à avoir développé le sentiment de culpabilité. On pourrait beaucoup dire sur les dispositifs de l'approche psychosociale. Tout ce qui est lié au rite funéraire, il faut enterrer ses morts. Lorsqu'il y a des reconstructions à opérer, eh bien, créer un lieu où les personnes vont pouvoir se recueillir. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je voudrais juste terminer sur cette citation de Médecins du Monde que j'apprécie beaucoup, même si le terme maladie n'est pas forcément celui qui me convient le mieux. Nous soignons toutes les maladies, même celles qui ne se voient pas. Eh bien, puisque cette présentation est aussi un plaidoyer pour l'intégration de la santé mentale dans les programmes des différents bailleurs et des agences des Nations Unies, eh bien, espérons que demain, les maladies qui ne se voient pas soient aussi prises en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thierry Licia. Je redonne la parole à Dr. Ravi El-Shamé. Bon, là, je vais passer un peu sur la réponse un peu au Liban, ce qui se passe au Liban, mais peut-être avant de parler de ça, je vais prendre 2 minutes pour parler de la santé mentale en tant que telle, parce que la santé mentale n'est pas dans une bulle qui est dans l'espace. La santé mentale n'est pas dans une bulle qui flotte dans l'espace. La santé mentale, elle interagit avec le corps dans lequel on est, avec l'environnement dans lequel on est, avec les relations qu'on a. Et donc, elle est fonction de beaucoup de variables. Pour être en bonne santé mentale, il faudrait justement se poser, chacun de nous maintenant, si on prend 1 minute, on se dit de quoi j'ai besoin pour être bien. Ce n'est pas sorcier, hein? On a tous besoin d'être en sécurité, d'avoir nos besoins pris en charge, d'avoir la liberté d'expression, d'avoir les gens qu'on aime en bonne santé, de pouvoir se projeter dans un C'était éteint dès le début. Excusez-nous, on va reprendre Oui. avec Dr. El-Shamé. Voilà. Bon, je vais parler tout seul. Ça, c'est un des problèmes de l'online, mais c'est pas grave, je vais reprendre. Je disais qu'avant de
parler un peu sur la réponse du terrain ici, ce qu'on est en train de faire au Liban. J'aimerais prendre une minute pour dire que la santé mentale n'est pas dans une bulle qui flotte toute seule dans l'espace. Elle est en réaction avec un corps dans lequel on vit, avec un environnement dans lequel on est. Et donc, elle est fonction de toutes ces variables, de beaucoup de déterminants biologiques, psychologiques, des caractéristiques de personnalité, mais surtout et avant tout des déterminants sociaux. Et donc, si on dit qu'on veut être en bonne santé mentale, il suffit de prendre une minute pour penser, moi, Rabbi, de quoi j'ai besoin pour être en bonne santé mentale. Et la réponse n'est pas sorcière. J'ai besoin que mes besoins de base soient assurés, que je sois en sécurité, que les gens que j'aime soient prêts, qu'ils soient en bonne santé, que je puisse suivre mes rêves, que je puisse travailler, que je puisse participer dans la vie communautaire, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que si on trace la toile de fond sur laquelle cette explosion a eu lieu à Beyrouth, c'est une toile de fond déjà qui nous met dans une situation au Liban où on est très fragilisé. Le Liban a traversé une guerre civile qui d'ailleurs a été, enfin la page a été tournée sans qu'il y ait vraiment aucune tentative d'une justice transitionnelle ou quoi que ce soit. Après, on a eu plusieurs guerres, des attentats, des explosions. Dans les années, les 2 dernières années, on a eu une grande crise politique, on a eu une grande crise économique, une inflation, et puis cette explosion. Donc, vous imaginez, si on va mettre dans la balance les ressources qu'on a au niveau d'un pays, d'une communauté ou d'un sujet face aux facteurs de risque ou de stress pour pouvoir vraiment travailler cette expérience traumatique et se reconstruire, on n'est pas bien parti. Pourquoi je dis ça? Pour ne pas mettre la responsabilité du rétablissement sur l'individu. Il y a une responsabilité au-delà de l'individu, et je vais en parler un peu. Au niveau immédiat, Thierry a très bien dit qu'il faut vraiment subvenir aux besoins de base de façon immédiate et respectueuse pour ces personnes. Et au long cours, parce que cette explosion n'est pas non plus un tremblement de terre ou un tsunami, c'est un événement qui a pu être évité. Et donc, dans ce cadre-là, au long cours, on ne peut pas faire économie de la vérité. Il faut que la vérité soit mise au jour et que justice soit faite pour qu'au niveau, pas seulement individuel, mais au niveau communautaire, qu'on puisse penser cette blessure et pour qu'on puisse vraiment, vraiment pouvoir tourner la page, parce que sinon la plaie va être ouverte. Mais entre-temps, il y a des personnes qui sont dans un état de détresse tel qu'il faut intervenir au niveau de leur santé mentale. La métaphore que j'utilise, parce que j'ai plein de discussions avec plein d'amis, il y en a ceux qui sont plutôt en faveur d'une approche fixée sur l'individu, d'autres qui veulent qu'on travaille seulement sur un changement de déterminants sociaux, de la politique. Personnellement, moi, ce que je dis, si on a un trottoir qui est cassé, à chaque fois qu'il y a une personne qui passe, elle peut tomber et se casser la jambe. C'est quoi la solution? Est-ce qu'on soigne seulement les personnes? Non. Est-ce qu'on essaye de fixer, de réparer le trottoir? Non, parce qu'il y a des personnes qui se sont cassées les jambes, il faut les soigner aussi. Et donc, ce discours polarisé entre est-ce qu'il faut des soins en santé mentale ou est-ce qu'il faut travailler sur les déterminants sociaux, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est pas un dialogue
qui va contribuer vraiment à une modification, à une amélioration du bien-être de la population. Il faut les deux en même temps et que chacun travaille dans son expertise de sa position pour pouvoir contribuer. Et donc, c'est dans ce cadre que le Programme national de santé mentale avec ses partenaires a mis en place un plan d'action intersectoral en se basant sur les guidelines du comité interagency dont j'ai parlé avant, qui vise pour les 3 mois à venir d'avoir pour les 3 mois juste après l'explosion, d'avoir une réponse qui est basée sur l'évidence, sur les guidelines, avec des principes très clairs de non-nuisance, et pour venir en soutien à toute la population et spécifiquement à des groupes plus vulnérables comme les personnes qui ont perdu des membres de leur famille, les personnes qui ont encore des membres de leur famille disparus, les répondeurs de première ligne. Et là, j'aimerais saluer tous les efforts par tous les acteurs sur le terrain, mais notamment les équipes de la Croix-Rouge libanaise qui étaient déjà très fatiguées par la réponse au Covid et qui ont dû répondre rapidement à ce drame qui a eu lieu à Paris, à Beyrouth. Et puis aussi toutes les équipes médicales dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux qui ont été touchés par cette explosion. Et donc, c'est un plan d'action intersectoral pour rejoindre les propos de Thierry. Il faut que tous les secteurs ou les clusters ou tous les mécanismes de réponse qui sont mis en œuvre par les Nations Unies soient impliqués dans la réponse de santé mentale et de support psychosocial. Donc, on fait ce plan avec l'OMS, UNICEF, le HCR, UNDP, UNFPA. Et là, j'ai appris aussi qu'il y a IOM qui va aussi se joindre à nous. Il y a 3 grands piliers de ce plan. Le premier, c'est un pilier de coordination. Et ceux parmi vous qui travaillent dans le système humanitaire, notamment dans la coordination et plus spécifiquement dans la coordination de tout ce qui est santé mentale et support psychosocial, savent très bien combien c'est compliqué. Donc, on travaille à un niveau de coordination avec les acteurs, mais aussi sur le terrain pour assurer que les services sont bien mis sur la carte et que c'est accessible à tout le monde. Le deuxième, c'est d'assurer des services de soins en santé mentale, à commencer par tout ce qui est premier secours psychologique, par la construction d'un roster, d'une liste de professionnels de santé mentale qui va être mise à disposition publiquement, de renforcement au hotline national de support émotionnel et de prévention de suicide Embrace, Lifeline. On essaie aussi de mobiliser des fonds pour le développement de 2 centres communautaires de santé mentale dans la région qui a été affectée. Essayer de développer un plan aussi de travail pour soutenir les équipes. Et là, on a commencé un peu avec des groupes de support par le programme et on travaille avec aussi nos partenaires pour qu'ils puissent nous soutenir dans cet effort, mais aussi dans l'ouverture de services de psychiatrie dans les hôpitaux publics, parce que ceux parmi vous qui connaissent le Liban savent très bien que le système de soins au niveau santé mentale était sous-développé et que les soins en intra-hospitalier étaient limités à quelques services dans les hôpitaux privés universitaires qui sont de qualité mais non accessibles à la plupart des gens qui n'ont pas les moyens, ou bien les grands hôpitaux un peu anciens, limite parfois asilaires, et donc où maintenant on ne peut plus même admettre à cause du Covid et du risque de transmission parce que les personnes, les patients dans ces hôpitaux n'ont pas nécessairement leur chambre à eux-mêmes.
Et le troisième pilier, c'est la dissémination d'informations. Et là, on a fait un grand travail avec les médias, sur les social media, avec tous nos partenaires dans ce sens-là aussi. Donc, comme information, on a essayé de travailler, de cibler les professionnels de médias, les répondeurs de première ligne, les volontaires et le public. Pour les médias, on a essayé de les sensibiliser à comment parler avec les gens, à éviter de trop pousser les questions, notamment avec les personnes qui ont perdu des membres de leur famille, à ne pas donner des fausses promesses, à ne pas forcer les gens à parler de leur histoire s'ils ne veulent pas en parler. Et là, pour les volontaires, on a donné quelques conseils parce que ce qu'on avait vu aussi, c'est que les gens voulaient tellement aider, ils rentraient dans une maison, ils voyaient, sans demander permission, les gens étaient dans la maison et puis ils commençaient à nettoyer. Parfois, ils jetaient des objets cassés en pensant qu'ils aident. Donc, on leur a donné 5 conseils de toujours se présenter, demander la permission, ne rien jeter même si c'est cassé avant de demander la permission, de ne pas prendre des photos sauf si la personne nous demande et de ne pas utiliser ces photos pour les circuler. Vous voyez, ça c'est la santé mentale. C'est pas sorcier, mais c'est ce qui va diminuer le stress des personnes qui ont survécu à ce trauma. Et bien sûr de prendre les précautions pour le Covid et de prendre soin d'eux-mêmes. Alors là, je vais retracer le schéma rapidement dont Thierry a parlé. Donc, on a à T0, on a l'événement traumatique, l'explosion qui s'est passée. Donc, comment évoluent les événements au niveau de la santé mentale? Au début, on a toutes les réponses qui sont des réponses normales à un événement anormal dont on a discuté avant. Après, dans le plus clair des cas, donc après un mois, et tout ça, ça peut durer presque un mois. Mais après un mois, le plus clair des symptômes va disparaître et la majorité des gens vont reprendre, renouer avec leur vie s'ils ont les ressources nécessaires autour d'elles. Et j'insiste, il faut donner aux gens les ressources nécessaires pour reconstruire de nouveau, reconstruire leur maison, mais se reconstruire eux-mêmes et reconstruire leurs réseaux sociaux. Il y en a une partie qui va développer un trouble de santé mentale après cet événement, que ce soit une dépression, un trouble anxieux, un PTSD, une psychose aiguë ou autre. Et il y a d'autres gens qui vivaient avant avec un trouble de santé mentale, notamment peut-être une schizophrénie, un trouble bipolaire ou une dépression récurrente, qui, à cause de ce stress, peuvent avoir une rechute dans ce sens. Donc ça, c'est de façon très schématique et simple, tout en répétant que le plus clair, la majorité des personnes ne veulent pas développer des troubles. Voilà. Donc, ça ne bouge plus. Je sais pas. Je fais un stop share. Non, je n'ai pas fini. Non, mais je dois... Je ne sais pas c'est quoi le problème. Attends. Excusez-moi, j'ai un problème dans le PowerPoint. Peut-être on va prendre quelques questions pour Thierry en attendant. En attendant que Rabia puisse régler son problème de PowerPoint, on va passer aux questions. Je vais donner la première question qui vient de la Croix-Rouge libanaise. La Croix-Rouge ainsi que des ONG partenaires effectuent des milieux d'évaluation en porte-à-porte dans la région affectée. La santé mentale ne fait pas partie des questions standards des questionnaires d'évaluation. Donc, quelles seraient potentiellement les questions simples qui pourraient être posées par des non-professionnels pour déterminer si un suivi psychologique est nécessaire? Et est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il serait possible de rapidement monter un centre de référence qui pourrait assurer le suivi? Thierry, je te laisse répondre si tu as des éléments, ou sinon
Rabia, s'il est disponible. Je peux Vas-y. faire une réponse générale et après Rabi complétera s'il le souhaite sur l'angle plus médical. Alors d'abord, dire toute la reconnaissance qu'on a pour le travail exceptionnel de la Croix-Rouge libanaise, qui ne se dément pas et dont la qualité des interventions est quand même essentielle et a permis de sauver beaucoup de personnes. Le conseil que j'aurais, c'est peut-être que les intervenants de la Croix-Rouge libanaise soient formés à ce que Rabi évoquait, le PFA, le Psychological First Aid, qui permet de venir en aide à une personne dans le quasi après immédiat, et donc qui comporte un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en œuvre. De ce point de vue-là, j'ai entendu que la mise en œuvre du PFA par certaines personnes laissait à désirer sur l'explosion Beyrouth, parce qu'on tombe dans le travers que décrivait Rabi tout à l'heure, en fait, de vouloir aider. Et il semblerait que plusieurs personnes, pourtant formées au PFA, cherchent à faire parler absolument la personne de ce qu'elle a vécu, considérant qu'en parlant, elle va se libérer. C'est le mythe de la parole qui libère. Sauf que là, ça ne marche pas comme ça. Et que faire parler la personne risque de la projeter encore plus dans son trauma. Et là, pour le coup, on risque d'avoir un trauma qui s'enquiste. Donc, être formé au Psychological First Aid et l'appliquer de manière correcte. Après, il y a tout ce qui concerne le repérage. On peut très bien, en étant auprès de quelqu'un, faire du repérage dans ce qu'il va exprimer, dans ce qu'il va dire, et donc relever si certains symptômes qui ont été décrits dans la présentation, qui a pu peut-être apparaître un petit peu théorique parce qu'elle était issue du DSM et que c'était une liste de symptômes, mais en même temps, c'était un petit peu le passage obligé pour qu'on puisse vraiment toucher du doigt la détresse que peuvent ressentir ces personnes en situation post-traumatique, dans la mesure où il n'était pas question d'aller décrire ce qui avait pu être entendu à Beyrouth spécifiquement. Et donc voilà ce que je dirais, formation au PFA et repérage de la manière dont la personne va se comporter et de ce qu'elle pourra dire. Tout à fait, Thierry. Moi, je suis en mute. Oui. Tout à fait, Thierry. Je suis d'accord dans le sens où on ne fait pas du screening aux gens sur leur santé mentale. Ce n'est pas le but parce qu'on sait qu'il y a des réactions très intenses. Si on est formé au PFA, on va tout d'abord, le PFA n'est pas une intervention. Je ne viens pas frapper à la porte, je dis « Bonjour monsieur, je viens vous faire du PFA ». C'est en venant chez la personne ou en l'aidant autrement, moi je suis formé pour pouvoir communiquer avec elle de façon à diminuer son stress, à ne pas ajouter une couche et aussi à repérer quelques symptômes qui peuvent indiquer que cette personne peut bénéficier de notre service. Quels sont ces symptômes? Si cette personne, elle dit qu'elle est tout le temps stressée, qu'elle n'arrive pas à gérer les choses, qu'elle n'arrive pas à dormir du tout, qu'elle n'arrive pas à s'occuper d'elle-même ni de ses enfants. Donc, elle est en vraie détresse très profonde. Donc, dans ce cas-là, le but, c'est au Liban, parce qu'on est depuis 2014, on est en train de construire un système de soins en santé mentale. Donc, le meilleur, c'est de lier cette personne avec le hotline national, le 1564. Et c'est avec ce hotline où elle va avoir du soutien et puis elle va être référée à des centres où elle peut recevoir des soins plus spécialisés, en sachant que nous essayons à travers ce plan que j'ai montré rapidement aussi d'augmenter le nombre de centres de santé communautaires dans la région affectée, mais aussi sur tout le territoire libanais. Et d'ailleurs, ici, j'aimerais rebondir pour dire que
toute étude de santé mentale, de prévalence de troubles là, ça ne peut que nuire. Et les résultats ne seront pas des résultats scientifiquement valables. C'est encore trop proche du traumatisme. Là, j'avais mis un peu quelques posts pour encourager les gens à nous suivre sur le Facebook du programme, où on avait mis beaucoup de matériel éducatif qu'on avait circulé aussi pour essayer de calmer les gens et dans le sens où de normaliser leurs expériences. Donc, ils peuvent aller sur le Facebook du programme national et accéder à ça. Il y a des détails et des vidéos assez intéressantes, mais je ne vais pas les faire passer, je préfère qu'on prenne vos questions. Merci beaucoup, Dr Rabia. Donc, l'outline, je pense, la lifeline à retenir, Embrace 1564, vous pouvez la partager à tout le monde. C'est eux qui sont vraiment sur le terrain, qui vont pouvoir référer aux bonnes personnes. Et comme disait Dr Rabia, il y a aussi une liste de spécialistes qui va bientôt être communiquée par le programme national. Donc, je vous invite à aller voir sur la page Facebook du programme national de santé mentale. On continue dans les questions. Est-ce qu'il y a un terrain préalable psychique qui favorise l'apparition d'un SPT? Je vous remercie, messieurs, de répondre rapidement pour qu'on puisse avoir un maximum de questions. Merci beaucoup. Oui. Comme je disais avant, donc on a des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc, ces facteurs de risque sont personnels, biologiques, liés à notre vécu, mais aussi à notre environnement. Si je suis une personne qui n'a pas été, mal nourrie, qui a été aimée, qui n'a pas survécu à des guerres, qui, quand elle a eu un trauma, elle a pu accéder rapidement à ses besoins, elle a pu rapidement accéder à un soutien. Tout ça diminue le risque de PTSD. Donc, plus je mets de ressources autour de la personne, moins il y a un risque de PTSD. Mais il y a un effet aussi de stress cumulé, et donc plus la personne passe par des expériences traumatiques, de développer un trouble à cause de ce trauma. Ok, merci beaucoup. Quel est le rôle d'un coach dans la chaîne de support dont une communauté peut avoir besoin après un événement traumatique? Ok, si je te permets, Thierry. Donc, alors, ça, c'est une question, je pense, qui est très pertinente et qui d'ailleurs nous a poussé un peu à développer une vidéo qui explique très bien quels sont les professionnels qui peuvent, au Liban, qui ont le permis d'exercer et qui peuvent apporter du soin. Parce qu'au Liban, même la profession de psychologie n'a pas été une profession réglementée jusqu'à là dernièrement. Pour nous, en tant que ministère, les intervenants en santé mentale, spécifiquement, sont les psychiatres et les psychologues qui ont un permis d'exercer. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de qualité qu'ils peuvent donner qui est assuré. Voilà, qui est assuré. Et donc, ceci dit, il y a plein de psychologues, il y a plein de thérapies. Comme Thierry disait, la thérapie systémique peut être efficace, la thérapie psychanalytique peut être efficace, mais toutes ces thérapies n'ont pas été étudiées de façon scientifique à ce que ça soit donné de façon rapide et donc conseillé par l'OMS. Nous, on suit les directives de l'OMS et dans ce cadre-là, il n'y a pas un rôle très spécifique pour des professionnels dans le coaching, d'autant plus que dans le coaching au Liban, ce n'est pas encore très réglementé. Il y a plusieurs écoles de pensée et chacun, les gens n'ont pas les mêmes formations non plus. Il y a des gens qui ont fait des années de formation, d'autres qui ont fait 2 semaines. C'est une question qu'on essaie maintenant d'approcher et de pouvoir travailler avec les coachs en général, mais pas dans cette crise,
de pouvoir mettre ensemble les limites de leur exercice de façon à protéger leur profession, mais à protéger aussi les personnes afin qu'ils puissent les référer. Donc, mon conseil, c'est de suivre les techniques qui ont prouvé être efficaces. Pour la santé mentale, il y a le PFA en premier, donc on ne doit pas faire du debriefing, pousser la personne à parler. Pour les gens qui ont besoin d'interventions plus spécialisées, il y a la thérapie comportementale et cognitive, il y a la thérapie interpersonnelle pour la dépression et l'anxiété qui ont été validées par l'OMS. Pour le PTSD, il y a le EMDR, il y a le Trauma Focused CBT ou la thérapie comportementale focalisée sur le trauma, et il y a le IPT. Donc, ça, ce sont les techniques que le ministère conseille pour le moment. Merci beaucoup. Il y a une question d'un professeur de mathématiques qui demande il va reprendre l'école à distance et quels seraient les conseils que vous pourriez lui donner pour bien démarrer l'année scolaire, sachant que parmi ses élèves, il y a bien sûr des élèves qui ont été touchés par l'explosion. Effectivement, il va y avoir beaucoup de difficultés pour la prochaine rentrée scolaire pour beaucoup d'enfants par rapport à ce qui a été vécu. Donc, beaucoup de difficultés à attendre. Les professeurs qui seront en face de ces enfants risquent d'avoir à faire à des enfants qui présenteront des difficultés de concentration notamment et qui auront du mal à suivre. Là, je pense qu'il faut qu'au niveau de l'école, que l'appui soit pensé au niveau de l'école et pas uniquement au niveau d'une classe, pour avoir une approche systémique finalement, que l'école représente une communauté et que la direction de l'école et les professeurs de l'école définissent ensemble le moyen d'accueillir ces enfants et de leur permettre de suivre une scolarité normale. Donc, à partir de là, ça peut consister à avoir des horaires aménagés, ça peut consister à avoir des temps d'échange. Si les enfants, il faut leur offrir la possibilité. En fait, il faut être en position d'offre et voir si les enfants ou les personnes se saisissent de ça. Donc, offrir un temps d'échange, surtout les premiers jours, sur ce qui a pu se passer. Et on devrait voir que dans une classe, il y a des enfants qui vont beaucoup s'exprimer et puis d'autres qui vont rester peut-être plus en retrait. Eh bien, peut-être que ces enfants qui sont en retrait, il conviendra alors de leur accorder une attention particulière. Et en ce sens, ce qui devrait être mis en place par l'école devrait être, à mon avis, un processus dynamique et non pas figé dans le temps. Donc voilà, penser et dans ce cadre-là, l'école peut s'adjoindre l'appui d'un psychologue du développement formé au développement de l'enfant ou un clinicien qui se serait spécialisé dans l'enfant et qui va permettre aux représentants de l'école de comprendre ce qui a pu se passer dans le cerveau de ces enfants et de mettre en place des moments adaptés pour les enfants et puis avec des points réguliers pour faire évoluer le dispositif en fonction de ce qui va être trouvé. Merci beaucoup. Je vais essayer de synthétiser plusieurs questions en une pour finir et pour respecter le temps imparti. C'est une discussion passionnante, malheureusement pas très gaie, mais importante. Donc, une dernière question avant de rendre l'antenne, comme on dit, je pense, à la télé. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. La question est plutôt, est-ce qu'il va y avoir une catégorisation un petit peu et des réponses différentes en fonction des personnes, de ce qu'elles ont subi aussi comme dommages, notamment des personnes qui ont perdu des proches, qui ont été blessés ou qui ont eu des dégâts matériels. Ce n'est pas tout à fait peut-être le même trauma. Qu'est-ce qui va être mis peut-être pour aller vers les gens
et notamment peut-être à travers les entreprises. Et puis, est-ce qu'on a déjà une idée des chiffres des gens qui sont pris en charge et qui va prendre en charge financièrement tout ça? Toutes ces questions sont des questions très pertinentes et ça met le doigt sur la blessure dans le sens où pour des années, la santé mentale n'a pas été prise au sérieux au Liban et là, on sent le besoin, on sent l'importance d'avoir un système de santé mentale bien fourni et capable de répondre aux besoins. Ce qu'on a actuellement en place, c'est un réseau qui est formé à peu près de 50 ONG avec le Programme national de santé mentale, l'OMS et UNICEF dans le Task Force. Et c'est à travers ce réseau qu'on a des offres de services gratuites ou quasi gratuites que les personnes peuvent accéder. On aimerait bien avoir plus de services et c'est dans ce cadre-là qu'on a parlé avec beaucoup de bailleurs de fonds pour soutenir ce plan d'action intersectoral qu'on a mis en place parce qu'il prévoit des services supplémentaires de santé mentale et là j'espère que la réponse va être positive parce que comme vous savez, la santé mentale, le budget de santé mentale en général dans le gouvernement, il était minime, il était moins que 5% du budget du ministère de la Santé. Et le plus clair de ce budget allait dans les hôpitaux psychiatriques chroniques. Et même le programme, en tant que programme de santé mentale au ministère de la Santé, n'a pas un budget par le ministère. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un appel que je lance là pour les bailleurs de fonds, pour les agences des Nations Unies, pour vraiment prendre au sérieux la question de santé mentale et nous aider à déployer cette vision. On a une vision très claire de ce qui doit être mis en place. On sait, on a les capacités humaines, mais ce qui manque effectivement, c'est les moyens, malheureusement. Merci beaucoup, messieurs. Je repasse la parole à Thierry Lissiard pour le petit mot de la fin. Oui, en fait, c'était aussi, c'est très cohérent. C'était pour compléter le propos de Rabi, mais ça pourra effectivement aussi tenir lieu de mots de la fin. Dans l'organisation actuelle de la réponse à cette explosion, ont été mis en place comme dans quasiment chaque fois que ça se passe, des clusters pilotés chacun par un organe des Nations Unies. Et donc, on a un cluster health, un cluster education, et à l'intérieur de la santé et de l'éducation, et il y a un volet protection, et c'est là où on voit souvent apparaître la prise en charge psychosociale, protection pour les enfants et puis santé en général. Et donc, malheureusement, le sujet est encore trop souvent vu uniquement comme une composante transversale de projet et cela étant en plus réduit à la santé et à l'éducation. Alors qu'à mon sens, il faudrait complètement renverser la perspective parce que tout doit partir de la définition du bien-être de la personne. Et la définition du bien-être, telle qu'elle est donnée par l'OMS, eh bien, cette définition du bien-être englobe toutes les dimensions de la vie de la personne, sa santé, l'éducation, le travail et les relations autres. Donc, il faudra avoir une vision holistique de la personne et qui, après, va permettre de faire percoler tous les aspects liés au bien-être et à la santé mentale. C'est en ce sens que je disais tout à l'heure qu'il faudrait que chaque action soit imprégnée d'un volet santé mentale ou d'une prise en compte de la santé mentale dans les différentes actions. Malheureusement, on n'en est pas encore là, mais Rabi lançait un appel aux bailleurs et moi je lance un appel à tous aux organisations des Nations Unies. Ce que je peux vous dire, c'est que, et donc pour rebondir sur la question du coach, eh bien, il y a effectivement la réglementation et après au niveau personnel, le coach
peut avoir son utilité dans le fait qu'il va favoriser des relations positives de la personne avec l'extérieur, là où le psychologue va être plus sur les ressentis et les émotions. Je pense que chacun peut avoir son rôle à jouer à partir du moment où les choses sont prises avec recul, avec hauteur, dans une approche holistique et conduite par des professionnels compétents et rigoureux. Et donc, à l'AFD, pour répondre à la question sur ce qui est fait, eh bien, à l'AFD, nous soutenons le programme national de santé mentale à travers un financement de 5 millions d'euros. Dans ces 5 millions d'euros, 4 étaient consacrés à des centres de santé mentale communautaires, un qui a été ouvert à l'hôpital de Balbec et une autre partie du financement qui est destinée à soutenir le centre de santé mentale communautaire de l'hôpital Rafik Hariri, parce qu'on pense que la santé mentale est un sujet en tant que tel et doit être pris en tant que tel et non pas uniquement comme une composante transversale d'autres éléments. Je vous remercie. Merci Thierry. Et effectivement, je pense que ce soutien s'est prouvé très crucial pendant cette période difficile que le Liban traverse. Et j'en remercie l'AFD pour sa vision dans ce sens surtout et le soutien donné. Pour finir, j'aimerais seulement peut-être rebondir sur l'idée que je sais que c'est très difficile pour nous qui aiment, nous Libanais ou les gens qui aiment le Liban, qui ont été touchés, de ne pas souffrir maintenant. C'est tout à fait normal peut-être aussi de perdre espoir. C'est peut-être naïf de parler d'espoir maintenant. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'activer là où je peux et ça m'aide personnellement. Donc ça, c'est un petit conseil pour vous aussi. Prenez soin de vous-même et essayez de vous activer là où vous pouvez et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Un grand merci à nos deux intervenants pour ce soir. Merci à tous d'avoir participé. Je représente aussi au nom de l'ESA nos condoléances à toutes les victimes. Bon rétablissement à tous ceux qui ont des blessés, tous ceux qui sont blessés, et bon courage à tous ceux qui rebâtissent leur maison. J'espère que ce séminaire, ce webinaire a pu vous aider un petit peu à avoir un peu des réponses et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.